Il faut vraiment avoir cette discipline pour bien comprendre qu'est-ce qui nous motive et quel va être le chemin à prendre pour répondre à cette aspiration profonde. Ensuite, ça amène l'entrepreneur à aller vers un objectif et il va construire une entreprise. Et cette entreprise, quels sont ses propres marqueurs de réussite? Et ça va avoir un rôle prépondérant dans le choix d'une voie bootstrap ou dans le choix d'une voie financée. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Hello Thomas, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour Paul. Merci de m'accueillir ici dans les bureaux de POC Pharma à Ho Chi Minh. Bienvenue. Merci. Eh bien, écoute, ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens. Ok. Alors, Thomas Miclavec, je suis un serial entrepreneur français. Je suis né à Lens, dans le Pas-de-Calais. Vie qui est sous les spotlights en ce moment grâce au football. Tout à fait. Et où j'ai grandi. Après ça, je suis allé à Lille, puis à Paris pour poursuivre mes études. Je fais une école de commerce. Après cette école de commerce, j'ai lancé une ONG avec deux amis de promo. Et donc cette ONG, on a travaillé sur des sujets de santé publique sur les pays émergents. Après cette ONG, j'ai lancé une société de conseil sur les mêmes sujets. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je suis parti ensuite faire un MBA aux États-Unis. Après quoi, j'ai lancé une entreprise dans la data pour l'industrie pharmaceutique. Et puis une entreprise qui fournit des logiciels à l'industrie pharmaceutique. Donc, ces trois entreprises sont dans le même secteur, le secteur de la santé, le secteur de la pharma, sur le même type de géographie, les pays émergents, mais ont poursuivi des objectifs différents. Et j'ai vécu donc dans beaucoup de pays différents, aux États-Unis, à Los Angeles et à Boston, en France. Finalement, c'est en France que j'ai le moins travaillé. J'ai beaucoup travaillé en Afrique, Afrique francophone, Dakar, Abidjan, anglophone, Nairobi, Lagos. Puis je suis allé à Hong Kong où j'ai vécu pendant 10 ans. Et depuis maintenant presque 2 ans, je suis à Dubaï. Et j'ai travaillé sur 30 ou 40 pays. Quelles ont été les grandes découvertes que tu as fait justement en partant de France qui t'ont marqué, c'est-à-dire tu sors de ton école de commerce de l'ESSEC, tu te tournes vers l'international. Quels sont les premiers éléments forts qui t'ont marqué, que tu retiens aujourd'hui et qui ont impacté ensuite la suite de ta carrière et qui t'ont fait tourner ton projet vers l'international? Alors, si on prend les choses de façon très immédiate et très, pas superficielle, mais très tangible, c'est d'abord la chaleur de l'accueil que j'ai pu connaître en Afrique. Et si on va dans des choses plus fondamentales, c'est sans doute le fait que le système de valeurs dans lequel on grandit, on doit vite le remettre en question parce qu'il y a des éléments auxquels on pense pas. Enfin, en France, on se dit pas ma première préoccupation, c'est que le pays soit en paix parce qu'on le considère comme un acquis. Tu vis du coup en Afrique pendant un certain temps. Tu fais ton MBA à Harvard, donc aux États-Unis, et puis tu vas recréer ton entreprise et rebasculer chez McKinsey à Paris. Quand tu rentres en France, est-ce que tu peux me raconter les choses qui t'ont surprise en rentrant? Ce qui m'interpelle, c'est la sévérité, on va dire, de nos concitoyens envers les
envers les politiciens, envers les responsables économiques, etc. Et quel que soit leur bord, hein. Enfin, donc, je suis toujours interpellé de voir la violence qu'il peut y avoir à l'égard, enfin violence verbale et parfois même plus, hein, à l'égard de nos politiques de tous bords. Et le deuxième point, c'est peut-être un certain nombre de certitudes, beaucoup de certitudes par rapport à des valeurs et qui viennent s'appliquer à beaucoup de thèmes en termes de politique internationale ou de jugements qui peuvent être portés sur bah, tout ce qui peut se passer à travers le monde et à Hong Kong, hein. Enfin, je prends à Hong Kong vraiment. J'ai vécu pendant les protestes. D'accord. C'était un espace de liberté et c'est aujourd'hui la Chine. Enfin, la Chine continentale avec le système politique de Chine continentale. Et ça m'a interpellé de voir que, enfin, d'abord, ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a interpellé de voir qu'au sein de la population, il y avait des points de vue assez différents. Enfin, il y avait pas une unité hongkongaise. Il y avait vraiment des fossés générationnels. La jeunesse était beaucoup plus dans l'émancipation. Quand les parents étaient beaucoup plus dans une certaine forme de conservatisme et d'acceptation. Et donc ça, c'est une première ligne de fracture assez nette, donc il est très fréquent qu'au sein d'une famille, il y ait des clashs entre les enfants de 20 ans, les parents de 45 ans, qui pensaient radicalement différemment. Évidemment, j'avais une préférence personnelle qui allait vers la voie de la liberté, naturellement. Mais ça m'a interpellé de voir que c'était pas généralisé. Et c'est vraiment très, très intéressant d'être confronté à ces différents points de vue. Alors moi, je vais revenir sur la genèse de ton parcours à l'international. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire du coup de ton expatriation et de ce moment où tu lances cette première ONG? Alors, mon parcours à l'international a vraiment effectivement commencé à la fin de mes études, parce qu'avant, j'étais assez peu sorti de France. J'ai lancé cette ONG parce que j'avais envie de faire quelque chose qui ait de l'impact. Je le voyais vraiment comme une parenthèse avant de rejoindre le monde corporate comme on le fait après une grande école de commerce. Et donc, j'avais envie de me donner du temps, de faire quelque chose d'impactant. Et les critères, c'était, j'aurais l'occasion d'apprendre quelque chose. Il ne s'agissait pas d'aller découvrir les plages du monde. J'ai un impact social avec l'équipe et je voyage beaucoup. C'était mes critères. Et on a lancé avec 2 collègues de l'ESSEC une ONG qu'on a appelée Sanisphère. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Vraiment une année extrêmement riche. Qu'est-ce que vous faisiez là d'abord? Quel était l'objectif de cette ONG? L'objectif était d'identifier comment les entreprises privées pouvaient aider leurs employés et les communautés environnantes dans les pays où elles avaient des opérations pour prendre en charge des grands problèmes de santé publique. En particulier, le plus gros d'entre eux à cette époque était le VIH/SIDA, le paludisme aussi dans une certaine mesure. Et donc, comment Total, Veolia, Orange, etc., pour citer les groupes français, s'organisent pour compenser les lacunes des systèmes de santé locaux. Et donc, ça m'a amené à rencontrer dans des pays comme le Cameroun, l'Afrique du Sud, etc., etc. Enfin, on a fait une dizaine de pays. Rencontrer le corps médical, le secteur public, le secteur privé côté prise en charge des soins, le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises qui jouent un rôle pour faire en sorte que ces différents acteurs se coordonnent bien, etc., etc. Donc, on a étudié tout ça, on a été voir différentes approches et de cela, on a sorti un rapport
qu'on a eu l'occasion de présenter à l'occasion de grandes conférences, notamment le World Banking Forum. Et ensuite qu'on a présenté à différentes entreprises dans le but de propager ces bonnes pratiques, d'encourager des grands groupes à eux-mêmes venir mettre en place ce type de programme. D'accord. Et donc, concrètement, ce rapport et cette initiative, à la fin, vous avez réussi à quoi? À construire de nouveaux hôpitaux? C'était qu'est-ce que ça a permis de financer? Pas vous directement, bien sûr, mais qu'est-ce que votre action, justement, a induit comme résultat? Alors, le premier d'entre eux, et le plus important, parce que c'était un exercice de sensibilisation, une sensibilisation qui apporte aussi des propositions de solutions. C'est d'avoir amené des entreprises qui n'avaient pas de programme à en lancer. Et d'ailleurs, ça a fait la transition avec la société qui a suivi cette ONG. En termes de parcours, hein, je le mentionnais, l'ONG, je le voyais comme une parenthèse avant de rejoindre un groupe de conseil, une banque, qui sait. Et à la fin de ce projet, fort de ce rapport, force de cette expérience, de ce réseau, etc., en le présentant à des groupes, ils m'ont dit super, vraiment, nous on aimerait bien lancer une initiative de ce type. Et ça m'a amené à lancer une société de conseil pour accompagner les groupes désireux de le faire, de passer à l'action. Et donc, le premier contrat est arrivé avec Orange. Puis d'autres contrats sont venus avec Total, avec Sanofi, etc. Et donc, ça a formé le socle de la première société. Là, vous créez cette société conseil. Cette société conseil, ça dure combien de temps? Alors, ça a duré 3 ans, 3 années, durant lesquelles donc on est assez vite passé sur une taille d'équipe de 4-5 personnes. Et la plupart du temps, on s'est situé entre 5 et 10. Superbe expérience aussi. Ça m'a vraiment permis de rester dans ce secteur qui combinait très, très bien l'impact social et en même temps des vraies problématiques business, parce que le but, c'est d'amener ces entreprises à s'impliquer encore plus, à faire encore mieux dans une logique qui reste une logique business, hein. Et donc vraiment une superbe expérience qui remplit toutes mes aspirations, Oui, c'est ça, ça m'a comblé vraiment. J'étais absolument comblé et très très heureux de cette évolution. Après, c'est un business qui est difficile de faire passer à une certaine échelle, parce qu'on travaillait vraiment sur une niche. C'était centré sur l'Afrique, déjà en termes Alors, on avait géographique. beaucoup d'activités sur l'Afrique, pas que. On a fait des projets qui, en total, j'ai travaillé dans une 30aine de pays. On va dire la moitié en Afrique, la moitié sur d'autres géographies. Et voilà. À un moment, le sentiment d'avoir un petit peu commencé à tourner en rond, de plus apprendre suffisamment et de pas avoir de perspective pour faire vraiment évoluer cette activité vers quelque chose de plus ambitieux. Tu parles justement de quelque chose de plus ambitieux, et donc c'est là où vous switchez, vous passez du monde du conseil au monde de la data et de la tech. Alors pas encore. Pas encore. Donc à ce moment-là, je fais ce constat sans avoir identifié quelle est la prochaine étape qui effectivement permet de passer à l'échelle. Et c'est ce qui m'a amené à prendre 2 ans pour suivre un MBA. Donc je me suis dit, quelques années qui ont été absolument fantastiques. Je vais m'offrir ce cadeau parce que, évidemment, c'est pas quelque chose, contrairement à d'autres amis qui ont pu avoir leur MBA financé par leur entreprise. Oui, toi, là, c'est vraiment un cadeau que je m'offre. Et je voyais, à vrai dire, vraiment plus comme un cadeau que je m'offre plutôt qu'un investissement. Voilà, je me suis pas dit, je vais faire un MBA parce que ça me permet de gagner plus ou d'accéder à d'autres chemins de carrière. C'est vraiment pour l'expérience en elle-même. Ok.
et que tu fais un MBA du coup à Harvard sur une spécialité plutôt business, qu'est-ce que toi, tu allais chercher comme compétences à ce moment-là de ta carrière? Alors, à Harvard, je cherchais pas des compétences, je cherchais des rencontres. Et de façon générale, je suis très convaincu que on grandit grâce aux gens qui nous entourent. Et pour le coup, j'ai vraiment été servi. J'ai rencontré des gens absolument exceptionnels à Harvard. Et c'est ça, c'est pas ce qu'on va apprendre dans tel ou tel contenu de cours. Évidemment, ça a de la valeur. Par contre, les gens qu'on côtoie, les inspirations que ça fait naître, etc. Ça, c'est absolument remarquable. Donc, c'est ça que je cherchais. Et le mythe, la réalité, a été à la hauteur du mythe. Donc là, tu termines ce MBA à Harvard. Comment ça se passe à la fin? Dans quelle situation tu es, que ça soit en termes d'un point de vue projet, professionnel? Est-ce que tu te dis, bah là maintenant, je vais aller travailler dans un grand groupe? Alors, du tout. J'ai fait un stage à Harvard chez McKinsey, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je gardais cette fibre entrepreneuriale. Et donc, McKinsey m'a fait une offre que j'ai déclinée en disant, bah non, je veux continuer dans l'entrepreneuriat. Je mentionne parce que euh, ça va revenir ensuite dans mon parcours personnel. Mais ils m'ont dit, bah, écoute, pas de problème. Ce qu'on te propose, c'est de signer un contrat. Il reste ouvert pendant X temps. On te signe le signing bonus. Tu crées ton entreprise. Et si, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui va pas comme tu le souhaites, tu nous rejoins. Dans la semaine, on t'intègre. Et voilà. Ce qui était super sympa à leur part. Et donc, ben, OK, on voit pas de downside à accepter cette proposition. D'autant plus qu'il y avait pas de venture capital à l'époque, à la part aux États-Unis, bien sûr, mais ni en Europe, ni dans les pays émergents, il y avait de venture capital. Donc, ben, le signing bonus, c'était un petit peu ma source de financement que j'ai associé avec une autre source de financement qui est un emprunt étudiant, parce qu'une banque va prêter volontiers pour financer des études, mais va pas du tout prêter pour lancer une entreprise. Et donc, fort de ces deux dettes, j'ai lancé Sanisphere avec un associé. Alors, quand je dis que j'ai lancé Sanisphere est un nom qui est déjà venu auparavant, mais c'était une autre société, pas quelque chose de tout à fait différent. Et là, donc, cette entreprise s'appuie sur des fondements très différents de la précédente. On reste toujours dans le domaine de la santé, toujours dans les pays émergents, mais au lieu d'avoir un modèle ad hoc de conseil, et fort de ce que j'ai pu apprendre à Harvard, on a construit l'entreprise autour de quelques critères de potentiel de scalability. Désolé d'utiliser ce terme anglais, mais potentiel à décliner l'entreprise, à la faire croître sur un modèle pérenne et récurrent. Et donc, nos critères étaient de définir une offre qui puisse être standard, c'est-à-dire proposer la même offre à tous nos clients, qui puisse être récurrente, c'est-à-dire vendue sur abonnement ou vendue qui ait vocation à être renouvelée au travers du temps, et qui puisse être répliquée d'une géographie à une autre. Parce que quand on travaille dans les pays émergents, très vite, on se trouve confronté à une réalité qui est, à part quelques exceptions, mais la plupart des marchés qu'on adresse sont des marchés qui sont sous l'échelle, en général, pour permettre la construction d'une grande entreprise. Et donc, il y a besoin de couvrir plusieurs géographies. Et donc, on a identifié comme nécessité d'avoir un modèle réplicable d'un pays à l'autre. Et donc, ça nous a amené sur la data. Parce qu'il y a un gros manque de data, et j'ai pu l'expérimenter dans mon entreprise précédente de conseil, où à chaque fois qu'on faisait un projet, il faut traiter de la data. Il faut traiter de la data, et de la data, il n'y en a pas, ou alors elle est complètement fausse. Donc, un manque de data dans le secteur de la santé,
quelle est l'industrie dans le monde de la santé qui est susceptible d'acheter de la data? Il y en a une qui est évidente, qui est l'industrie pharma, qui est une très grosse consommatrice de data sur les pays matures. Et donc, on a lancé une offre de données à destination de l'industrie pharmaceutique. Super. Et donc là, principalement, les premiers marchés sur lesquels vous évoluez avec cette société en data, c'est donc les marchés émergents Afrique, Asie. On a commencé par l'Afrique. D'accord. Donc, tout d'abord, société bootstrappée, autofinancée. Oui, ce que tu expliquais avec la partie le prêt. Plus... Voilà, donc c'est quoi le financement? C'est un prêt de la BNP, 70 000 euros, un signing bonus de McKinsey. Je mentionne pas le montant, mais bon, on n'est pas sur des choses. On parle pas en millions de dollars. Oui. Et donc, c'est de l'autofinancement. On a eu un investisseur angel qui nous a donné 20 000 $ et on l'a beaucoup apprécié. Mais donc, on est parti avec quelque chose qui était, voilà, on avait 6 chiffres à investir, quoi. On a commencé par un seul pays. D'accord. Vous avez commencé où? On est allé au Sénégal. Donc, j'ai vécu dans un quartier populaire au Sénégal, à Dakar, Dieuppeul-Derklé, installé face à une bergerie. et donc, on a construit nos premiers sets de data au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On a fait les deux. Enfin, d'ailleurs, le tout premier était en Côte d'Ivoire, suivi par le Sénégal. Donc, sur un an, on a fait ces deux pays et on a cherché les premiers clients. Sanofi a été notre tout premier client. Et on a développé, on a construit cette data, on a essayé de la vendre à différents acteurs. On s'est trouvé confronté à frilosité. Oui, ok, revenez nous voir quand vous avez les datas. Ensuite, ok, vous avez les datas, mais il y a qui d'autre qui achète, etc., etc. Et donc, au bout d'un an, difficile de tenir avec le peu d'argent dont on disposait, toutes les dettes personnelles que j'avais prises, que j'ai investies dans l'entreprise, j'étais pas en capacité de les rembourser moi-même. Et donc, ça m'a amené à dire, finalement, l'offre de McKinsey, elle est assez séduisante. Et donc, on s'est mis d'accord avec mon associé. J'ai quitté Sanisphère temporairement pour rejoindre McKinsey, où j'ai passé vraiment 2 années super. Enfin, j'ai vraiment adoré ce que j'ai pu y faire. Et j'ai aussi rencontré des gens top, desquels j'ai beaucoup appris. Et après ces 2 ans, une fois quitté de toutes mes dettes, d'avoir un petit peu renfloué les caisses personnelles, je me suis relancé à nouveau sur Sanisphère. Et en même temps, mon associé Charles a développé l'entreprise pour obtenir quelques points de validation qui étaient nécessaires avant de développer plus en avant notre activité. Il était toujours sur l'Afrique? Toujours sur l'Afrique. Et faute de financement, on restait limité sur un scope géographique assez réduit. Parce que pour construire des datas dans le pays numéro 2, il faut avoir monétisé les datas du pays numéro 1. Et donc, on était sur un scope géographique assez limité. Et c'est plus tard qu'on a étendu notre scope géographique parce que on a commencé à avoir l'attraction commerciale. On a pu, les points de validation qu'on recherchait, c'est est-ce qu'on trouve suffisamment de clients différents pour souscrire à nos datas? Est-ce que ces clients ont des profils suffisamment différents? Confirmer la taille de marché. Et est-ce que on le valide dans 3 pays différents? On avait grosso modo 2-3 pays où on voulait obtenir des validations. Et est-ce qu'ensuite, enfin, ces clients vont renouveler? Donc, quand ils vont nous acheter une souscription d'1 an, est-ce que derrière ils vont renouveler leur souscription? Et donc, au bout de 3 ans, on a obtenu ces différentes validations et on pouvait, avec un plus fort degré de confiance, passer à l'échelle. 3 ans, c'est extrêmement long, mais ça fait partie de la vie d'une entreprise bootstrappée. Parce que c'est la croissance organique. C'est la croissance long. Non seulement organique, mais autofinancée.
Donc, le cash cycle étant ce qu'il est, ça prend un petit peu de temps. D'accord. Et à quel moment après ces 3 ans, c'est là où vous choisissez du coup de vous ouvrir à la partie Asie. Euh, Moi, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que tu peux me raconter comment de cette société Sanisphère où vous êtes dans de la market data, vous allez ensuite passer sur un modèle SaaS avec POC. Alors, la première étape, d'abord, ça a été à ce stade, on avait une entreprise qui couvrait peu de géographie, des petits pays. Et donc, quand on est passé à l'échelle, il y avait un axe d'expansion géographique qui était assez important. Donc, j'étais beaucoup en Afrique avec Charles. Donc, après avoir commencé à couvrir la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on a couvert le Kenya, on a couvert le Nigeria. On s'est étendu sur différents pays d'Afrique et on est parti en Asie. Enfin, on s'est réparti les continents. Charles s'est occupé de l'Afrique, je me suis occupé de l'Asie. J'ai déménagé à Hong Kong et on a développé ces 2 grandes zones, Afrique, principalement Afrique subsaharienne, aussi Afrique du Nord, et Asie du Sud-Est. Pour en faire une entreprise qui couvre une vingtaine de pays, d'accord, et qui emploie à peu près 200 personnes. Ensuite, ce développement, cette deuxième phase, on va dire, dans le développement de l'entreprise, a duré à peu près 4-5 ans. Au bout de ces 4-5 ans, on a toujours envie, une fois qu'on a le sentiment d'avoir construit quelque chose, on passe au projet suivant. Je suis passé de la provision de la data qui identifie des opportunités pour l'industrie pharma à la provision de la solution pour aller capturer ces opportunités. Parce que dans beaucoup de discussions que j'ai pu avoir avec les clients data, donc oui, tiens, là, il y a une opportunité, on le fait. Là, il y en a une autre, mais par contre, on n'est pas en capacité parce que ma force de vente a telle contrainte, parce que, etc., etc. En particulier, le problème à adresser, c'est comment l'industrie peut-elle engager un nombre important de parties prenantes, de customers, etc., de clients, sachant que il y a les lois de Pareto, les 20% les plus importants représentent 80% du business. C'est pas tout à fait vrai, mais bon. Et il reste beaucoup d'opportunités qui sont pas capturées sur les segments BC, on va dire, de clientèle. Et donc, on a développé des solutions pour aller chercher ces opportunités en faisant usage de data et de technologie. Et donc ça, c'est le fondement de POC Pharma, l'entreprise suivante. Au début, vous construisez votre modèle en Afrique, juste d'un point de vue purement business. L'Asie et l'Afrique tournaient de la même façon. En termes de data que vous collectiez, le modèle était répliqué partout. Tout à fait. Et c'était un critère fort pour nous. Et ça nous a amené à faire des choix de positionnement. Par exemple, on s'est spécialisé il y a 2 grands canaux dans la pharma, un canal hôpital et un canal pharmacie. Et on s'est focalisé sur le canal pharmacie parce que il y a énormément de points communs entre les pharmacies du monde émergent, alors que le fonctionnement du canal hospitalier va être très, très différent d'une géographie à une autre. Les procédures d'achat, etc., le mécanisme d'appel d'offres, etc., peut être très, très, très différent. Et donc, le canal pharmacie, pour nous, à cet égard, était très intéressant parce qu'on pouvait déployer exactement la même méthodologie, aller chercher exactement les mêmes data dans tous les pays. Donc, vous créez POC Pharma. Est-ce que tu peux expliquer comment vous passez du coup de cette market data au modèle SaaS et les choix que vous avez fait de développement pour cette nouvelle société où là, tu vas plutôt faire appel à des fonds pour accélérer la croissance rapidement? Tout à fait. Donc, sur POC Pharma, on propose des solutions tech
à nos clients. Donc, on a la même clientèle, l'industrie pharma. On vient adresser le même type de sujet, c'est-à-dire des sujets de go-to-market, en particulier sur le canal pharmacie. Mais cette fois, la solution passe par des investissements produits importants. Ce qui a requis des fonds beaucoup plus significatifs que ce qui était nécessaire pour construire nos premiers sets de data Excel sur la première entreprise. Et donc, effectivement, dès le départ, je me suis tourné d'abord vers des business angels, puis des fonds d'investissement. Et donc, on a fait trois levées de fonds. Donc aujourd'hui, là, vous avez levé en tout à peu près 17 millions de dollars, c'est ça? Vous êtes présent sur combien de pays et vous avez quelle taille comme entreprise? Donc aujourd'hui, le Vietnam représente la moitié de nos revenus. Et on a des revenus sur diverses autres géographies. Et comme c'est du software, on peut le déployer à Madagascar, quoi. Sans avoir de présence locale. Donc vous êtes présent sur plus d'une vingtaine de pays. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? 150. 150 salariés. Ok. Bien. Et toi qui as vécu les deux aventures, créer une société en bootstrap et la partie levée, aujourd'hui, quel est ton conseil pour un entrepreneur qui ne sait pas quoi faire et qui cherche quel modèle utiliser pour sa propre structure? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors, on va prendre pour hypothèse que les deux options sont sur la table. Voilà. Donc, il y a deux impératifs qui se rejoignent, mais il faut prendre les deux angles, qui sont quelles sont les aspirations personnelles de l'entrepreneur en premier lieu. Un entrepreneur crée une entreprise. Pourquoi? Le why? Pourquoi? Enfin, est-ce qu'il le fait parce que il a envie de devenir extrêmement riche ou parce qu'il a envie de construire quelque chose qui ait du sens, parce qu'il a envie de vivre de sa passion? Il peut y avoir beaucoup de ressorts différents qui vont créer cette force entrepreneuriale, cette énergie entrepreneuriale. Donc, il est important de vraiment bien comprendre quelles sont les sources de motivation et quels sont en conséquence les marqueurs de succès, les objectifs définis à titre personnel. Je considère que cette société sera un succès si. D'accord? Vraiment, à titre personnel, il faut surtout ne pas s'inscrire, éviter les comportements moutonniers en voyant sur LinkedIn et en voyant auprès de ses copains qu'un tel a levé autant, etc. Et donc faire de certains facteurs, certains éléments certains marqueurs très faciles à tracer, tels que le montant levé ou le nombre de personnes employées ou whatever, le marqueur de réussite. Donc, il faut vraiment avoir cette discipline pour bien comprendre qu'est-ce qui nous motive et quel va être le chemin à prendre pour répondre à cette aspiration profonde. Ensuite, il y a ça amène l'entrepreneur à aller vers un objectif, et il va construire une entreprise, et cette entreprise, quels sont ses propres marqueurs de réussite? Et donc, il faut vraiment très, très bien définir ça. Et ça va avoir un rôle prépondérant dans le choix d'une voie bootstrap ou dans le choix d'une voie financée par des fonds d'investissement. Donc, cette introspection est vraiment importante. Quand on prend des fonds d'investissement, je vais dire des généralités, mais bien sûr, ça nous offre beaucoup plus de capacité à prendre des risques. Ça offre beaucoup plus de capacité à aller vite. Si je prends le modèle Sanisphere, on aurait pu beaucoup plus rapidement, non pas lancer 3 pays, mais 10 pays, etc., etc. D'accord? Donc, on va évidemment beaucoup plus vite et on peut se permettre beaucoup plus de choses dès lors qu'il y a une barrière à l'entrée sur la construction d'un produit ou quoi que ce soit. Cependant,
c'est aussi une source de... Il y a plusieurs pièges inhérents à ça. On fait beaucoup moins attention, par exemple, à la façon dont on dépense son argent. Et on est même plutôt enjoint à tout faire très vite parce que un des marqueurs, j'évoquais les marqueurs de succès de l'entreprise, mais dès qu'on est financé par des fonds d'investissement, la vélocité est un facteur qui est très important. Et donc, dans certains contextes, on peut être amené il faut vite dépenser pour vite croître, etc. Alors, ça a changé, fort heureusement. Je trouve que ça a changé pour le mieux. Et donc aujourd'hui, c'est très, très orienté profitabilité, etc. Donc, un fonds d'investissement, c'est en général pas le fonds d'investissement, c'est en général le marché, va dicter des marqueurs de succès pour l'entreprise. Et ces marqueurs de succès peuvent changer selon l'air du temps. Donc, il faut avoir conscience de ça. Il faut être bien sûr que, effectivement, j'ai besoin de tous ces fonds pour faire de mon entreprise une réussite. Est-ce que j'en ai vraiment, vraiment besoin? Oui, c'est avant même de lever, définir de combien j'ai besoin et pas lever le double si... Alors, c'est de combien j'ai besoin, mais même est-ce que j'en ai besoin et est-ce que je peux faire autrement? Par exemple, un contrat de 100 000 $ avec un client a beaucoup, beaucoup plus de valeur qu'un financement de 100 000 $ d'un fonds d'investissement. Donc, est-ce que le chemin que je suis en train de prendre, qui est par exemple d'aller spontanément chercher un fonds d'investissement, est celui qui est véritablement nécessaire pour le projet que je poursuis? Tu parles aussi du stress de l'entrepreneur. Alors, je crois que j'ai lu ça dans une interview que tu as donnée en 2021, où tu compares le stress que tu as vécu entre l'expérience où tu es entrepreneur chez Sanisphère en bootstrap et Epoch Pharma. Est-ce que tu peux revenir sur cette différence? Alors, je vais parler plutôt des forces de pression que de stress. Je pense pas être une personne stressée en général, mais il y a effectivement une nature de pression qui est très différente. Simplement, en bootstrap, les éléments qui vont mettre de la pression sur l'entreprise, qui vont potentiellement créer du stress, c'est les encaissements. On est vraiment, vraiment les yeux rivés sur les cash flows. Qu'est-ce que je signe comme contrat? Est-ce que mon client me paye à temps, etc. On regarde vraiment le cash au jour le jour. Sur le côté financement, en fait, c'est par à-coup. Ça fonctionne par à-coup. Donc, on a, un montant important qui va arriver sur le compte. Et puis, au quotidien, le cash flow ne va pas être la préoccupation. Si on lève 10 millions de dollars, il y a 10 millions de dollars sur le compte. Un client peut payer en retard sa facture de 100 000 $. C'est pas gravissime. Par contre, on va suivre de beaucoup plus près certains indicateurs qui sont ceux que les investisseurs vont attendre, en particulier pour préparer la levée de fonds suivante. D'accord? Donc, ces critères, avant 2022, c'est quelle est la vélocité de la croissance? C'est le critère numéro 1. x2, c'est pas terrible, x4, ce serait mieux. Aujourd'hui, c'est le burn multiple, qu'on appelle le burn multiple, c'est-à-dire le ratio entre ce qu'on brûle comme cash et la croissance qu'on est en capacité de générer et la rentabilité. Où est-ce qu'on en est par rapport à un parcours de rentabilité? Et finalement, personnellement, j'ai une forte préférence pour des modèles qui ont une voie de rentabilité très claire. Et je privilégie la rentabilité sur la croissance. J'avais un professeur qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Christensen à Harvard,
très très connu. Enfin, il est vraiment remarquable. Et il nous disait impatient for profit, patient for growth. Et ce qui n'a pas du tout été l'air du temps pendant les quelques années qui sont écoulées entre 2015 et 2021-2022. D'accord? Patient for growth, impatient for profit. Une fois que tu as ça, tu peux tenir très 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 longtemps. J'évoquais dans ma précédente question la partie stress. C'est un élément qui est dosé par chaque entrepreneur et chacun prend du recul par rapport à des situations. Comment aujourd'hui tu gères des situations difficiles qui peuvent amener du stress? Comment tu fais pour justement toujours garder de la distance et du recul par rapport à une situation qui t'arrive? Sur ce point, ça fait partie sans doute des éléments où j'ai le plus appris dans ma vie d'entrepreneur. Réagir face à des situations difficiles, des situations qui sont pas celles qu'on souhaitait rencontrer. L'expérience aide beaucoup en la matière. En particulier pour doser une question de zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out, c'est la capacité à, si on prend un spectre, parfois faire un zoom in sur un sujet particulier et aller sur très en profondeur. D'accord. Sur un sujet. Et zoom out, c'est prendre de la hauteur. Et donc, beaucoup de la vie d'un entrepreneur, mais n'importe quel manager, hein, consiste à savoir faire des approfondissements là où il faut, mais aller suffisamment en profondeur et pas se contenter d'une réponse un petit peu hâtive. Oui, mais là, non, le marché, blabla. Donc, il s'agit de bien choisir les moments où on décide d'aller en profondeur et les moments où on prend du recul. Donc déjà, par rapport quand arrive un sujet, et ça fait partie du métier d'entrepreneur, hein. Tout le temps, au final, on a des situations imprévues à gérer et on règle des problèmes. Donc c'est un premier point. Quand est-ce que je décide que sur ce problème, je rentre en profondeur versus je prends du recul, je fais confiance à l'équipe pour le gérer et je le mets à distance. Voilà. C'est une première chose. Le deuxième point, c'est de les aborder avec enthousiasme. On va pas s'en réjouir en général, mais on va les aborder comme un problème à résoudre. C'est une prédisposition qu'il faut avoir ou qu'il faut développer, qui est de prendre ces problèmes comme des opportunités et le considérer comme faisant partie intégrante du job. Et si on n'aime pas ce job qui est de régler des problèmes, on fait autre chose. On parle des problèmes. J'aimerais maintenant qu'on aborde les échecs. Est-ce que tu as vécu un échec? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait pour rebondir? Des échecs, beaucoup. Le dernier en date, c'est que, par exemple, j'ai commencé l'année avec un objectif pour l'entreprise qui était de faire une série B. On va pas faire de série B sur l'année. Le marché du financement a changé drastiquement. Alors qu'on pouvait remplir les critères requis pour faire une série B dans le monde d'avant, sur les critères 2021-2022, aujourd'hui, ces critères ne sont plus les mêmes, ont changé. Et donc, on va pas réussir l'objectif qui est de lever une série B en 2023. C'est un échec. Et puisque notre échéance de financement pour la série B a changé, on a dû aussi adapter notre base de coûts. Et donc, procéder à une restructuration. Et évidemment, quand on doit laisser des gens de grande valeur
quitter l'entreprise parce que on doit réviser notre base de coûts, c'est un échec, évidemment. Donc, des échecs, il y en a beaucoup. Maintenant, un échec, ça veut dire, c'est un environnement qui a changé, un objectif qui doit être révisé et on change quelques paramètres, mais c'est aussi des nouvelles opportunités. Je pense qu'il faut à la fois être très clairvoyant par rapport, j'ai pas atteint tel objectif. Est-ce que c'est un échec? Oui, mais so what, quoi, on avance. Et voici la feuille de route, voici ce qui est devant, et être toujours tourné vers l'action. Toujours être en capacité de s'adapter et de se dire aussi que durant l'aventure ou le jeu, par exemple, si je compare ça à un jeu de société, les règles évoluent au fur et à mesure de la partie et au fur et à mesure du temps. Les règles évoluent, que ce soit le marché, que ce soit la réglementation, l'environnement concurrentiel, tout évolue. Et donc, évidemment, il faut être agile par rapport à ça. Et je reviens aussi sur le point sur comment aborder les situations un petit peu difficiles. C'est avec enthousiasme. Il faut avoir plaisir à naviguer dans cet environnement changeant et devoir changer de cap selon l'orientation du vent. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui? Il y a des environnements où on a vraiment des opportunités extraordinaires pour progresser au jour le jour. Par exemple, en travaillant chez McKinsey, il y a une culture de feedback qui est remarquable et qui est vraiment, vraiment utile pour se développer en tant que professionnel. Harvard est un autre environnement où on apprend constamment au jour le jour. En tant qu'entrepreneur, on a moins cette opportunité parce qu'on a moins de feedback direct. On a des feedbacks qui sont un client qui va pas signer un contrat, un fonds d'investissement qui va décider de pas se positionner sur un tour, ou une personne qu'on aimerait avoir dans l'entreprise et qui finalement va pas accepter une offre. Donc ça, c'est des feedbacks qui sont que il y a quelque chose qu'on n'a pas répondu à un besoin, etc. Mais la lecture du feedback est moins évidente. Il y a des jours, j'ai du mal à comprendre. Notamment, on est au Vietnam. Un des thèmes de son podcast, je crois que c'est la diversité culturelle. Il est tout à fait fréquent avec un client vietnamien d'avoir oui, c'est super, on signe. Et puis, oui, on signe. Voilà le crayon. Hop, et puis il y a plus personne, et puis et on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, comment on progresse? Donc, premier élément, interpréter tous ces signaux et essayer de les analyser, parce qu'ils vont pas être exprimés avec la même franchise et la même être aussi direct que quand on travaille dans une grande entreprise. Le deuxième point, là c'est vraiment au quotidien. Le deuxième point, c'est sur des cycles beaucoup plus longs, bien identifier quand est-ce qu'on est en train d'emmagasiner de l'expérience, d'emmagasiner de l'apprentissage, et quand est-ce que sur la courbe d'apprentissage, on a franchi un point d'inflexion et ça commence à stagner un petit peu. Et ça, c'est sur les cycles qui vont être plutôt sur 2, 3, 4 ans, et se dire, là, oui, vraiment, je prends du recul sur les 3, 4 dernières années. J'ai vraiment le sentiment d'avoir appris là-dessus. Est-ce que ce qui m'attend pour les 3, 4 prochaines années, est-ce que l'apprentissage que je vais pouvoir avoir sur ces thèmes va vraiment faire une différence par rapport à ce que j'ai déjà appris? Et si la réponse n'est pas évidente, c'est le moment de se sortir d'une zone de confort. Et sortir de la zone de confort, il faut introduire un élément de rupture. Cet élément de rupture, ça peut être changer de géographie,
Ça peut être lancer quelque chose de vraiment nouveau, vraiment innovant dans l'entreprise. Ça peut être éventuellement faire un changement de carrière. Mais donc, il faut bien identifier, je pense, quand est-ce qu'on est, enfin, où est-ce qu'on se situe sur la courbe d'apprentissage et sur quel thème. Et quand on a le sentiment d'être allé suffisamment loin sur un thème, ben, comment on vient apprendre sur un autre. On parle de la progression. Est-ce que tu as un indispensable? Alors, moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est est-ce que tu as un livre de chevet, par exemple, un média que tu consultes de façon récurrente qui te permet de t'abreuver de connaissances? Est-ce que tu as quelque chose à me recommander? Alors, moi, j'ai un livre que j'aime beaucoup, qui est L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre, qui me donne vraiment une boussole sur certains principes, en particulier le principe de responsabilité. Donc, c'est vraiment l'existence précède l'essence. Donc, il faut d'abord faire, et puis il faut se tourner vers l'action. Les choses vont pas venir. Le potentiel enfin, on peut s'identifier parfois comme un potentiel, mais ce potentiel, en fait, c'est rien du tout si on vient pas le transformer, le convertir. Donc il y a une injonction à l'action qui est très forte, et une notion de responsabilité personnelle qui est très, très forte. Donc l'environnement est ce qu'il est. Par contre, comment moi je réagis par rapport à cet environnement, c'est ma responsabilité. Donc, ces 2 notions, de responsabilité individuelle et d'injonction, à l'action, heu, et c'est quelque chose qui m'est très utile au quotidien. Enfin, je me j'y reviens assez souvent. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est peut-être un anti-conseil. C'est une anecdote, mais heu, qui me fait réfléchir assez régulièrement sur ma propre façon d'être en tant que manager. C'était chez McKinsey. On travaillait dur avec l'équipe sur un projet qui était, un projet sensible, une grosse entreprise qui était au bord de la faillite et qu'il fallait aider à redresser, et cetera. Enfin donc, une mission très, très intense. On prenait 4 heures de sommeil, mais à part ça, enfin c'était, 7 jours sur 7. Et c'était une période où ma femme était tombée enceinte, et je m'occupais absolument pas d'elle. J'étais complètement, absent. Il y avait un événement qui était la première échographie. Je l'ai promis, je lui ai dit: «On va ensemble à cette, échographie, et puis après, je t'emmène, on part en week-end, on part une nuit, en Bourgogne», et voilà. Et j'avais prévenu mon équipe, il y a 24 heures, samedi 10 heures à dimanche, 10 heures, je serai pas là. Et arrive l'échéance le vendredi, et puis, là je dis, enfin, l'équipe me dit: «Bon ben», enfin pas l'équipe me dit parce que j'étais le manager de cette équipe, mais j'avais un supérieur. Il me dit: «Bon pour demain, et cetera. Rappel, perso, je suis pas là de samedi 10 heures à dimanche 10 heures». Ah ouais, mais là, ça va pas aller, il y a cette échéance, client, et cetera. Je dis: «Ben ouais, mais là, je suis engagé, et cetera, je vous ai prévenu, non, vraiment». Il me dit: «Tu te souviens, McKinsey, client first». Ben oui, client first, mais là, désolé, mais de samedi 10 heures à dimanche 10 heures, ce sera Celia first. Mon supérieur est parti, fâché. Et après, pour le reste du projet, tout ce qui n'était, enfin les week-ends, et cetera: «Non, non, viens pas besoin», et cetera. Il boudait. Et donc ça m'a vraiment, pour moi, j'ai vraiment pas du tout apprécié, évidemment. Enfin, je pense qu'on serait, et ça a créé une rupture.
peu de choses, hein. Mais c'est une préoccupation. Donc, tu me demandais quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné. C'est finalement un anti-conseil parce que c'est une préoccupation. Je m'interroge souvent. Est-ce que dans telle ou telle situation, parce que là, c'est moi le boss et c'est moi qui suis dans la situation où je risque de parfois ne pas prendre en compte quelque chose qui peut être important pour un membre de l'équipe. Et donc j'ai cette voilà, je repense à cette situation en me disant j'espère que je ne fais pas ça et peut-être que ça arrive que je fasse ça parce que j'ai pas dosé les choses comme il fallait à ce moment-là et j'ai pas eu l'empathie nécessaire, j'ai pas eu l'attention nécessaire à autrui à un moment dont je me alors il y a bien sûr des moments où tu t'en rends compte de façon évidente mais des moments où peut-être que tu te rends pas compte. Est-ce que tu as un conseil pour un entrepreneur qui souhaite entreprendre dans le domaine de la santé? Alors dans le domaine de la santé en particulier, non. Enfin, j'en aurais beaucoup, mais ce seraient des conseils techniques et qu'il faudrait considérer vraiment à l'aune du projet spécifique qui est contemplé. Un conseil à un entrepreneur, d'abord, je reviens sur cette question de définir le succès. Vraiment, je pense que c'est très, très important. Le fameux connais-toi toi-même. Oui, et sache pourquoi tu fais les choses. Parce qu'à partir du moment où tu le fais pour les bonnes raisons, tout va être très, très fluide. C'est un premier point. Et un entrepreneur qui commencerait à connaître un petit peu de réussite, mon conseil serait voyage toujours en classe éco parce que tout simplement, il me semble très important de rester très simple tout le temps et éviter que des déconnexions puissent se faire. Ce serait un conseil pour un entrepreneur qui commence à réussir. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Le plus facile, c'est sur LinkedIn. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli ici dans les bureaux de POC Pharma. C'est un plaisir. Courage pour la continuation de l'aventure, Thomas. Merci beaucoup, Paul. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour rejoindre la communauté des leaders sans frontières, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.